nous allons pouvoir accueillir le docteur Julie Bottero qui va venir nous parler spécifiquement de l'usage médical du cannabis chez les patients atteints du VIH. Nous vous écoutons pendant un quart d'heure et puis ensuite nous vous poserons quelques questions. Donc bonjour, merci de nous avoir invités SFLS à parler de ce sujet, même s'il a pu un peu nous mettre en difficulté, je vous le dirai, parce qu'on n'a pas d'expertise si nette que ça sur ce sujet. On va passer ici. Ah non, ici, pardon. Alors, ça c'est le plan, ça va se dérouler au fur et à mesure. Alors justement, le préambule, c'est de bien vous rappeler que nous n'avions pas d'expertise sur le sujet avant que vous nous demandiez d'y participer à ces travaux, c'est-à-dire fin septembre dernier. Et nous n'avons aucune position, ou nous n'avions, et d'ailleurs nous n'avons aucune position univoque sur le sujet. L'intérêt, c'est que nous n'avons aussi aucun conflit d'intérêt et aucun prérequis dans notre tête. Alors, pour ce faire, puisque la SFLS m'a nommée pour faire ce travail, j'ai auditionné des gens qui avaient des choses à me transmettre quand même, à savoir des addictologues, particulièrement Pierre Polomény, Grégoire Clérec et Joël Binkel à Jean Verdier, où je travaille. Et puis j'ai auditionné et je suis allée voir aussi ce qui se passait auprès de patients, donc Monsieur G, Monsieur I et Monsieur M. Ensuite, j'ai examiné la littérature. On a fait relire tout ça par le bureau de la SFLS. Alors, première question qui m'a interpellée et qui a surtout interpellé ceux qui connaissaient quelque chose, les addictologues, c'est de savoir qu'est-ce que c'était que le cannabis thérapeutique. Ils m'ont tous demandé, mais de quoi ils veulent te faire parler ? De CBD, de THC, de cannabis, de CBD, THC, autres cannabinoïdes, autres substances. C'était du coup, ils m'ont posé tout de suite cette question qui, moi, évidemment, me dépassait au début de mes investigations. Je voulais parler des particularités des patients, des personnes vivant avec le VIH. Déjà, pour rappeler qu'ils ne forment pas un groupe homogène. Parce qu'il y a des grandes différences selon le genre, selon l'âge, selon l'origine géographique. Et ainsi, les problématiques sont très différentes chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, avec les ex-usagers de drogue, notamment les usagers de drogue par voie intraveineuse, et chez les migrants. Donc c'est assez difficile pour nous de répondre avec une seule voix à ces problématiques qui vont être très différentes dans ces différents publics. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes utilisent beaucoup de substances, un certain nombre d'entre eux, pas tout le monde, des substances dans un contexte qu'on appelle récréatif, contexte sexuel. C'est des substances qui vont être beaucoup des nouvelles drogues de synthèse, voilà, donc qui posent des questions qui peuvent être particulières. Les ex-usagers de drogue posent des problématiques en termes de recours au sevrage. Ils peuvent utiliser le cannabis dans leur parcours. Je crois que je reviens après dessus. Oui, un parcours de sevrage, c'est-à-dire qu'ils passent, mais ça vous le connaissez certainement mieux que moi, sur l'alcool, les médicaments, le cannabis, tout ça étant utilisé par ces anciens usagers pour arrêter de consommer. Alors après, il y a quand même des choses qui peuvent réunir les personnes infectées par le virus du VIH. D'abord, il y a une culture du patient expert. Donc ça, je ne sais pas ce que vous avez eu l'occasion de traiter jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que pour moi, ça a été assez naturel d'aller voir les patients. Alors d'abord parce que je suis clinicienne et que du coup, je les avais sous la main, donc c'était facile de leur poser la question. Mais ça faisait vraiment partie de la culture VIH. Ensuite, c'est vrai quand même que les personnes infectées par le virus du VIH sont plus souvent pluriconsommatrices, ou en tout cas consommatrices déjà, d'au moins un produit. Donc soit le cannabis, soit le tabac, soit l'alcool, soit des nouvelles drogues de synthèse. C'est vrai que la thématique des addictions, même si on n'est pas expert en addictologie quand on est infectiologue, on la traite au quotidien quand même.
Alors, autre particularité des patients vivant avec le VIH, c'est qu'ils ont des fortes préoccupations autour de la préservation ou de la restauration de leur santé. Surtout les personnes qui sont infectées depuis très longtemps, notamment des ex-usagers de drogue que j'ai pu voir ces dernières semaines, qui cherchent à restaurer leur santé qui a été très malmenée. Et qui peuvent utiliser le cannabis, je reviendrai après, pour le moment, dans une logique de préservation ou de restauration de leur santé, puisque ça les met à l'abri de l'utilisation d'autres produits, de médicaments notamment. Ils sont très très inquiets de l'utilisation des médicaments et d'alcool évidemment aussi. Ils sont dans des démarches de santé globale, celle de l'OMS, santé avec un état de bien-être physique, psychique, social et sexuel. Ça, c'est vraiment des choses que nous, on aborde quotidiennement en consultation. Donc, on n'est pas dans quelque chose de purement psychosomatique ou somatique. Les patients vivant avec le VIH sont aussi des gens qui, malheureusement, et c'est pour ça que j'ai marqué « malgré eux », sont polymédiqués. Avec non seulement les antirétroviraux à gauche, donc toute la liste en fonction de leur mode d'action, mais aussi des comédicaments qu'on associe très souvent. En ce moment, le vaccin contre la grippe, évidemment, mais aussi la rosuvastatine pour les effets hypolipémiants des médicaments nécessaires du fait des trithérapies antirétrovirales parfois, et des comorbidités. De l'aspégique, de l'imovane quand ils n'arrivent pas à dormir, de l'UV-dose. Donc ils sont déjà très polymédiqués, ce qui aussi les rend plus sensibles à ne pas prendre encore un médicament de plus. Et tout ça, on a l'habitude, nous, de gérer tout ça avec l'HIV Drug Interaction, le site de Liverpool, qui nous permet de gérer les interactions. Je l'ai mis là, le site, juste pour que vous ayez l'illustration du fait que nous, on va dessus assez régulièrement, infectiologue, pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction entre nos antirétroviraux et les comédicaments, mais aussi avec les drogues. Enfin, on est habitué à faire ça. On est habitué à faire ça aussi dans l'hépatite C, quand on a prescrit les nouveaux traitements antiviraux directs, où on allait voir s'il y avait des interactions avec les drogues. Alors, la particularité des patients vivant avec le VIH, c'est que du fait de leur parcours, souvent un peu traumatique, en tout cas pour une certaine frange d'entre eux, notamment pour les ex-usagers de drogue par voie intraveineuse, ils sont prêts à innover pour limiter les risques, et y compris pour limiter les risques liés à la combustion. Alors là, c'est un des patients chez qui je suis allée, qui m'a montré le Volcano, qui m'a montré l'huile qu'il produisait. Donc ça, c'est pas une photo de son huile à lui, elle est trop belle pour être la sienne. La sienne est un peu plus noire. Mais il m'a montré aussi les gélules qu'il fabriquait. Et voilà, en fait, il avait un petit atelier chez lui, en Bourgogne, où il fabriquait des produits pour limiter le fait de fumer, le risque lié à la combustion, parce qu'il en est tout à fait conscient, ce patient-là. Après, je suis allée chez lui avec un autre patient qui, lui, a été très impressionné par le Volcano et qui n'a pas du tout eu envie de consommer le Volcano. Ça lui a fait très, très peur. Donc, il y en a qui innovent, mais il y en a qui sont aussi inquiets parce que inquiets des éventuelles conséquences délétères, des effets secondaires. Donc, pour eux, surtout là, c'était 2 ex-usagers de drogue par voie intraveineuse, il y avait d'emblée la préoccupation des effets secondaires du produit quand même, qui arrivait. Et donc, le patient numéro 2, celui qui est Monsieur I, qui a refusé de fumer avec le Volcano, il fumait pourtant avec une cigarette. Alors, quels sont les motifs invoqués par les personnes ? Il y a le plaisir, la détente. Puis après, si on creuse, mais ça, c'est nous qui creusons, c'est nous médecins, avec nos discours à nous. C'est pas du tout le leur, en fait, Ils ne consomment pas pour lutter contre l'insomnie, ils ne consomment pas pour lutter contre l'anxiété, pour les douleurs, pour l'anorexie, pour les anticancéreux. En fait, ils consomment surtout par plaisir et détente. Mais nous, on arrive parfois à mettre des mots là-dessus, mais c'est peut-être des mots qui sont un peu approximatifs. Et du coup, quand même, comme le premier des motifs, c'est le plaisir et la détente,
on s'interroge, je n'ai pas la réponse, sur la place des cannabinoïdes pharmaceutiques, avec une présentation pharmaceutique. Certainement pour une partie d'entre eux, peut-être pas pour tout le monde. Et on s'interroge aussi sur les conséquences médicales de la pénalisation du cannabis. Mais ça, c'est un peu hors sujet. Alors, les données publiées. Déjà, il y en a pas mal qui ont été publiées, mais qui sont d'ores et déjà aujourd'hui obsolètes, parce qu'elles concernent un temps qui n'existe plus. C'est-à-dire un temps où il n'y avait pas d'antirétroviraux, et un temps où la majorité des personnes étaient au stade sida quand elles étaient infectées par le virus du VIH. Heureusement, ce temps-là n'existe plus. J'ai eu la chance de ne pas trop le connaître. Alors après, il y a quand même des données 2018. Quelques données 2018. Alors là, c'est une étude, alors c'est assez pharmaco, hein, donc sur l'effet, mes yeux me font un peu défaut, mais sur alors ça c'est le THC pour en effet global. Et donc là, il montrait surtout, je ne vais pas reprendre les différentes lignes de ce diaporama, sauf si c'est utile. Attendez, je vérifie. En tout cas, il mettait surtout en avant l'effet immunosuppressif du THC. Là, c'est de manière un peu globale. Après, on détaille ça selon les différents impacts que l'on peut nous avoir en tête en tant que médecin. Donc, l'effet antalgique. Alors, c'est cette étude qui est parue dans Substitution Use, Misuse, and Misuse, I think, je pense, en 2018. Qui montre, alors donc avec 459 patients infectés par le virus du VIH souffrant de douleurs chroniques qui avaient été inclus. 47% d'entre eux, c'est aux États-Unis quand même, mais quand même, bon. 47% d'entre eux utilisaient des antalgiques de type opioïde. 39% utilisaient du cannabis, c'est quand même des chiffres qui sont très impressionnants, je trouve. Et en analyse multivariée, donc ils avaient inclus pas mal de choses dans cette étude, seul l'usage de cannabis était significativement associé à une moindre consommation d'opioïdes. Donc avec une baisse de consommation associée à un odds ratio à 0,57. Donc c'est très significatif et très impressionnant. Près de la moitié des personnes... ça fait baisser de près de la moitié les utilisateurs d'opioïdes. Et quand on sait le fléau que c'est aux États-Unis, évidemment, ça peut être intéressant. Deuxième étude sur l'effet antalgique. Alors là, c'est à nouveau plus pharmaco. Ça a été étudié chez des rats, déjà, qui évaluent l'impact d'avoir un simili-VIH avec une GP120, une glycoprotéine 120, au niveau cérébral, pour évaluer la modulation de la douleur, du ressenti de la douleur. Et ce qu'il montre, c'est que la GP120, au niveau cérébral, diminue les effets agonistes des cannabinoïdes et l'effet analgésique. Alors, attendez, je continue. Et pareil, mes yeux. Si je pouvais avoir une version imprimée, je serais contente, en fait. Ah, merci. OK. Je pense que rien de plus à dire. Alors, une étude sur l'effet neuroprotecteur. Ça, c'est assez particulier quand même. C'est sur le neuro-VIH. Il y a des pathologies qui... oui, je veux bien. Il y a des pathologies... Merci. Merci bien. Il y a des pathologies qui induisent une souffrance neurologique au niveau cérébral, notamment le VIH. Le VIH en fait partie. Il n'y a pas besoin d'avoir de comorbidité type toxoplasmose ou LEMP associé, mais le VIH lui-même est neurotrope. Et il semble que les cannabinoïdes, et là, est-ce qu'il y a une précision? Non, je ne crois pas. Les cannabinoïdes pourraient avoir un effet bénéfique sur le traitement
du neuro-VIH. Évidemment, je n'avais pas du tout connaissance de cette étude avant de la lire. Voilà. L'impact sur le sommeil. Alors là, c'est publié dans Drug Alcoholic Dependence, je pense, 2018, 107 participants inclus. Ça, c'était un peu obscur, j'ai trouvé cette étude. Ils mettent en évidence que le cannabis ou les cannabinoïdes peuvent avoir un effet délétère sur le sommeil des patients séronégatifs pour le VIH, mais ce qui ne semblerait pas être le cas chez les patients infectés par le VIH. Je ne sais pas si la puissance est suffisante. Des effets sur l'anorexie et l'amaigrissement. Alors peut-être que vous l'avez déjà présenté préalablement, cette étude-là, puisqu'elle n'est pas spécifique sida. Elle est aussi associée avec le cancer. Donc peut-être que j'ai entendu que l'orateur précédent parlait un peu des soins de support. Peut-être que vous en aviez parlé. En tout cas, c'est une étude qui montre, qui met en évidence l'intérêt du dronabinol, sur l'anorexie, la perte de poids, dans le VIH, sida et dans le cancer. Enfin, il y a une revue. Alors là, pour le moment, c'est assez exploratoire. Ça vient de la cohorte EPAVI. La cohorte EPAVI, c'est une cohorte de patients co-infectés VIH-VHC que l'on suit et pour lequel on essaye de voir quels sont l'impact des traitements antiviraux directs pour l'hépatite C, sur la morbimortalité, le devenir de ces patients, etc., etc. Et Patricia Carrieri, qui est une des alors je ne sais pas si elle est médecin ou sociologue en santé, statisticienne, ok, merci. A mis en évidence qu'il pourrait y avoir un effet des cannabinoïdes sur la stéatose hépatique chez les patients qui ont infecté VIH-VHC. Pour le moment, c'est encore préliminaire comme données. Ça a été quand même publié, en laissant à penser qu'il pouvait y avoir un effet. Comme c'est encore trop préliminaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les voies explicatives de ça, c'est resté un avis d'expert pour le moment. Alors les perspectives, probablement, mais ça vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, les études sont encore à enrichir. Nous, ce qu'on peut dire, SFLS, c'est que la société VIH est facilement mobilisable. On est organisé pour produire de la recherche. Les patients sont très intéressés par contribuer à la recherche, y compris et peut-être même surtout sur ce genre de domaine. Donc, c'est facile de nous interpeller pour aller faire de la recherche dans ce domaine. Et à la fois pour des études observationnelles qui viseraient à mieux caractériser la consommation actuelle, par exemple, ou les attentes des personnes, mais aussi, bien sûr, sur des études interventionnelles, y compris en médicaments. Donc, je remercie Pierre Polomeni, Joël Vinquel, Grégoire Clérec, Bertrand Lebeau, que je n'ai pas auditionné, mais qui m'a parlé longuement quand j'étais à Saint-Antoine. Les patients, Monsieur G, Monsieur I, Monsieur M, les autres aussi. Et puis tous ceux qui, malheureusement, gravitent parfois autour de la sphère VIH, ceux qui sont décédés, mais ceux aussi qui sont toujours prêts à continuer le combat. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je passe la parole aux membres du comité. Est-ce qu'il y a des questions à poser à notre consoeur? Oui, Marie-Geoffrey Rousty. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, ce que vous avez évoqué là sur la manière dont les patients VIH, anciens usagers de drogue ou usagers de drogue actuels, parce qu'il y a aussi des patients VIH qui continuent à être usagers de drogue injecteurs, et l'utilisation qu'ils peuvent faire du cannabis dans un souci de bien-être, ça, nous, dans les études qu'on mène sur les usagers de drogue, on le retrouve beaucoup. Le cannabis peut être utilisé comme une forme de substitution à d'autres produits. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est bien documenté. Mais
moi, j'avais une question. À un moment donné, dans votre intervention, vous avez évoqué le fait que le cannabis chez les patients VIH était peu utilisé dans un souci d'automédication, mais plus comme une source de plaisir. Et ça, je voulais savoir si vous appuyez sur les 3 patients avec lesquels vous avez discuté, ou si c'était des données qui provenaient de la littérature, puisque dans mon souvenir, dans les papiers que j'ai pu lire sur cette question-là, la question du cannabis comme automédication est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Et puis, sur la question du VIH et de l'usage de cannabis, il y a une équipe, en fait, de la British Columbia à Vancouver, l'équipe de MJ Milloy, qu'on espère pouvoir auditionner ici, qui est spécialiste de cette question et qui a beaucoup travaillé sur la question du cannabis comme un moyen de réduire la consommation d'opioïdes. Ils ont publié plusieurs papiers, dont un papier qui vient de sortir d'un Addiction. Et ils ont également publié un papier non seulement sur l'utilisation du cannabis comme un moyen de limiter la consommation d'opioïdes, mais également comme un moyen de prévenir la question de l'initiation à l'injection. Alors, sur la première question, effectivement, c'est trop artisanal pour le moment. Ce sont des entretiens que j'ai pu conduire comme ça. J'aurais souhaité, en fait, mon objectif, c'était de faire un petit questionnaire qu'on aurait diffusé sur le site de VIH.org, sur le site des associatives. En fait, j'aurais pu le faire si j'avais eu quelques minutes pour le faire. Je l'avais construit, le questionnaire, malheureusement, je ne l'ai pas mis en ligne. Enfin, bon, bref. J'aurais bien voulu documenter ça pour savoir quelle était l'appétence des personnes à utiliser du cannabis thérapeutique. Probablement, mon intuition, mais là, c'est vraiment de l'ordre de l'intuition, c'est que ce ne sont peut-être pas toujours les mêmes personnes. Enfin, qu'il y a de la place pour tout, quoi. J'ai l'impression. Ça, c'est la réaction de Monsieur G et de Monsieur I qui m'a fait penser à ça. C'est que Monsieur I, il était attaché à son produit fumé, enfin, à sa cigarette fumée, quand même, hein. Alors que Monsieur G, il était dans l'innovation. Et j'ai l'impression que des personnes non utilisatrices de cannabis aujourd'hui, parce qu'elles ont des freins dans leur tête qui font qu'elles ne vont pas vers l'usage de drogues pénalisées, eh ben, peut-être seraient intéressées par utiliser un produit médicamenteux. Voilà, donc il me semble qu'il y a différents publics. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait homogène. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez au moment de votre 13e diapositive, évoqué une question. Vous avez dit que vous vous interrogiez sur la place des cannabinoïdes pharmaceutiques. Cette fameuse diapo, vous parliez du plaisir détente, enfin de la perception différente de la finalité de cet usage. Qu'est-ce que vous entendez par ce questionnement ? Il me semble que ça rejoint un peu la question précédente, en fait, hein. C'est vraiment savoir... Je pense qu'il y a des personnes qui n'iront pas vers ces produits parce qu'ils sont trop attachés à leur cigarette de cannabis. Enfin, il me semble, ouais, je pense. Donc vous vous interrogez sur le réel intérêt d'avoir des cannabinoïdes pharmaceutiques qui, à votre avis, ne seront pas forcément très attirants pour certains consommateurs, pour certains patients, pardon, plutôt, qui en auraient besoin. Ben, peut-être, je ne sais pas, parce que même, par exemple, Monsieur G, quand il a présenté les gélules à Monsieur I, pareil, Monsieur I, il n'a pas du tout eu envie de goûter, quoi. Ça lui a fait très, très peur, en fait. Et puis nos patients, on le vit vraiment dans le VIH, où la place des traitements combinés en un seul comprimé, est quand même, c'est très important pour eux d'avoir un seul comprimé plutôt que 3. C'est très important. Et du coup, de démultiplier les comprimés, enfin, si c'est sous forme gélule, alors évidemment, il y a d'autres formes, d'autres galéniques qui seront peut-être... mais la forme gélule risque d'être un peu repoussoire pour certains d'entre eux. Et vous qui soignez donc, au quotidien ou qui en maladie infectieuse, ou quasiment en tout cas confrontés à des patients qui souffrent de cette infection, est-ce que vous avez l'impression que, compte tenu justement de l'évolution des thérapeutiques, des galéniques aussi, des formes pharmaceutiques, des effets indésirables aussi, est-ce qu'il y a toujours effectivement une place pour un usage médical, vraiment, ou est-ce que ça représente beaucoup de patients selon vous ? Alors ça, je pense que ça va rejoindre le questionnement que j'ai eu quand j'ai vu passer le sujet. Je me suis dit, mais pourquoi ils s'intéressent aux patients VIH ? Je me suis dit, les patients VIH sont des patients comme les autres.
question. Hein. Voilà. Mais votre Oui, mais remarque est intéressante. C'est-à-dire que vous avez commencé en disant, on n'a pas d'expertise là-dessus, on ne s'était même pas posé la question. Donc on peut s'interroger sur le fait de se dire probablement qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt dans cette dimension-là. c'est-à-dire, Une question, hein, oui, mais je pense que je peux être à la fois un peu d'accord et à la fois différente. C'est-à-dire, je vais vous dire, en fait, une personne, évidemment, est plurifacette. Et une personne infectée par le virus du VIH n'est pas qu'une personne infectée par le virus du VIH. Elle est aussi parfois une personne qui a des troubles du sommeil, une personne qui a un cancer, comme Monsieur I, une personne qui a des troubles d'alimentation. Donc, je pense que c'est pas... nous, en tout cas, SFLS, on n'avait pas identifié, et on n'avait même pas, je pense, connaissance des effets potentiels des cannabinoïdes sur le VIH lui-même. Donc, sur le VIH lui-même, voilà, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. En revanche, ces patients-là, ils vont avoir besoin, peut-être, ou en tout cas, ils ont recours d'ores et déjà à ces thérapeutiques artisanales. Geoffrey Roustide, Serge Perrault, Laure Coppel et ensuite Annie Lepalec. Non, ça va un peu dans le même sens que ce que vous venez de dire, mais c'est vrai que pourquoi la question est posée pour les patients VIH, certainement pas pour le VIH lui-même, mais parce que c'est quand même des patients qui sont confrontés surtout à des pertes de poids importantes, des problèmes d'appétit et qui sont aussi confrontés à des douleurs extrêmement importantes, surtout pour les patients qui ont été contaminés. Alors, moi, je pense aux patients qui ont été contaminés il y a longtemps et qui peuvent avoir des effets secondaires liés au VIH. Donc, ce n'est pas le VIH en lui-même, mais aussi tous les traitements qu'ils ont pu prendre à un moment donné. Et je pense que ce qui est intéressant, alors, je ne sais plus quel est le médecin qui avant vous l'a évoqué, mais une des spécificités que vous avez évoquées des patients VIH, c'est qu'ils prennent énormément de médicaments. Et donc, en fait, ils peuvent être amenés à prendre beaucoup de médicaments contre les douleurs, etc. Et donc, si effectivement... certaines thérapeutiques peuvent leur éviter de prendre beaucoup de médicaments, ça peut aussi avoir un intérêt, mais c'est vrai que ce n'est pas pour le VIH en lui-même. Serge Perrault. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on est là avec des anciennes données où, effectivement, il y a eu une époque où les patients VIH avaient des douleurs très importantes, notamment neuropathiques, et on a vu quelques études sur l'intérêt du cannabis et des cannabinoïdes dans les douleurs neuropathiques du VIH. Mais ça ne correspond plus à la réalité actuelle, je suis tout à fait d'accord. Dans les centres de la douleur, on ne voit plus tellement, on n'en voit même plus du tout des patients VIH, alors que c'était une population très importante il y a quelques années. Laure Coppel. En fait, on rebondit tous un peu sur la même histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'imagine qu'il y a une grosse différence en 20 ans d'évolution. Pour avoir travaillé à New York, du coup, en soins palliatifs, à une époque où le sida restait le sida, c'est sûr que c'était une question qui était très prégnante. Et alors, donc, du coup, on se dit qu'effectivement, peut-être que la question est très prégnante pour les malades sida et pas pour juste les malades porteurs de HIV. Mais alors là, je me retourne vers vous. Est-ce qu'il y a encore une population non observante, peut-être particulièrement migrante, etc., qui reste porteur de la maladie sida en tant que maladie sida, ou est-ce que pour vous, maintenant, ça devient vraiment anecdotique ? Alors, je pense qu'on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais malheureusement, on n'a pas 100% de personnes indétectables. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'objectif, je crois que c'est de l'ONU-SIDA, 90-90-90, c'est-à-dire 90% des personnes infectées connaissent leur statut, 90% des personnes qui connaissent leur statut sont sous traitement, 90% des personnes qui sont sous traitement sont indétectables. Donc ça, c'est l'objectif de l'ONU-SIDA. Si c'est un objectif, c'est qu'il n'est pas atteint. Il est atteint en France. En France, il est atteint. On vise le 95-95-95, mais on vise. Donc, on a encore plus entre 5 et 10% des personnes qui ne sont pas indétectables quand elles sont sous traitement. Et puis, on a 19% des personnes infectées qui ne connaissent pas leur statut. Donc, oui, cette question quand même du VIH reste une question forte. Après, sur l'utilité thérapeutique des cannabinoïdes, sans faire de précision plus avant, je pense qu'elle concerne les personnes effectivement atteintes de sida, les neuropathies. Effectivement, j'en ai vu au début de mon exercice, mais on n'en voit plus trop. Après, il y a les LEMP,
qui reste une impasse thérapeutique majeure. Hein. Donc ça, est-ce qu'il y a un impact? Ça, il aurait fallu peut-être interroger Monsieur Gano qui travaille à Bicêtre là-dessus. Peut-être qu'il a pu savoir ça, rechercher l'impact. Mais ça rejoint un peu l'étude que je vous ai montrée là sur le neuro-VIH où il y aurait peut-être un intérêt des cannabinoïdes. La LEMP, c'est dramatique, hein, c'est mortel. Une fois qu'on a une LEMP, on meurt. Donc en quelques mois, dans un état de dégénérescence neurologique majeure. Et on a parfois des personnes qui arrivent au diagnostic avec une LEMP. Hein. Voilà. Mais bon, après, il y a enfin, effectivement, le gros de la troupe, heureusement, ce sont des personnes séropositives pour le VIH, non au stade SIDA, ou alors qui ont eu un SIDA et qui le sont plus. Mais ce qu'on voit, et je vais rebondir sur aussi les travaux de la cohorte EPAVI, c'est que moi, je pense qu'on va avoir une vraie épidémie de CHC là, chez les personnes infectées par le VIH, puisque malheureusement, c'est la génération de Monsieur I. C'est ces patients nés dans les années 60 qui ont attrapé le VIH et l'hépatite C, qui ont eu une cirrhose, et qui petit à petit, il y a Monsieur I, Monsieur D, tous les patients que je suis, ce sont souvent des messieurs, qui ont des cancers. Et en fait, une fois qu'ils ont le cancer, on n'arrive pas à les guérir. Merci. Dernière question, Daniel Palek. Oui, je pense que déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus ces douleurs neuropathiques qui étaient terribles. Ceci dit, dans le milieu VIH, les gens fument beaucoup. Et ils fument et ça leur fait du bien parce qu'ils trouvent ça bon, c'est le moment, c'est récréatif d'une certaine manière, mais c'est pas forcément non plus, c'est pas trop quoi. Il y a d'autres choses beaucoup plus graves, hein, le slam et compagnie, mais ils fument beaucoup. Et alors il y a une attente, par rapport au travail qui est mené, qui est pas tellement thérapeutique au sens médicament, mais qui en même temps l'est quand même, parce que bon, j'en ai encore parlé hier, j'étais en réunion avec, moi je suis TRT5, hein, donc avec des collègues qui attendent de pouvoir se procurer légalement de quoi fumer, parce que ça les embête de donner ça à des dealers. Mais il y a les gens fument beaucoup et effectivement ça les calme, ça leur fait du bien. Et puis c'est un moyen aussi de moins fumer, parce que c'était des gros fumeurs. Hein. Il y a eu des essais cliniques, les champis, etc., pour essayer de faire arrêter avec la fumée. Donc il y a quand même un effet. Bon, mais il est vrai que je suis pas sûre qu'un médicament, enfin, je veux dire quelque chose, une gélule par exemple, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, toutes les thérapies sont, enfin, toutes les recherches sont sur l'allègement des thérapies et entre autres des médicaments et une gélule par exemple pour une bithérapie ou une trithérapie. Enfin, c'est ce qui se joue, c'est ça. Et aujourd'hui, les gens se traitent avec beaucoup avec un comprimé par jour. Hein, donc l'idée qu'ils prennent énormément de médicaments, c'est pas ça, mais ils en veulent pas de ces médicaments-là. Hein. Faut voir qu'au début c'était 50 comprimés quand même par jour. Hein. Donc moi je pense que c'est important, mais il faudrait peut-être faire leur demander, parce que c'est pas compliqué. En plus on est on collabore avec vous, on est dans le. Ouais, je ne sais pas dans quel timing vous êtes, mais en fait... Si on peut se rencontrer. Oui. Mais, non, enfin, je veux dire, vous, au sein de la commission ici, parce que je pense qu'en un mois, on peut avoir des données sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients, parce que comme c'est un vrai réseau, on peut faire agir AIDE, le TRT5, VIH.org, la SFLS, enfin, on est tous mobilisés en fait. Là, moi, je suis au bureau de la SFLS évidemment, puisque je suis ici. Le bureau est prêt. On a préparé le questionnaire déjà. Aussi, oui. VIH.org est prêt. Enfin, si vous êtes RT5 prêt, on est prêt, quoi. Et en un mois, on peut avoir des données, je pense. On peut peut-être essayer de faire ça, oui, bien sûr. En tout cas, je pense que si vous êtes prêt, il ne faut pas s'en priver. Mais si vous pensez que ça a une pertinence, en tout cas déjà dans votre prise en charge, il ne faut pas s'en priver. La commission, nous verrons si elle survit aux fêtes de Noël. En fonction des décisions qui seront prises dans cette commission, en fait,
elle va continuer à exister, ou bien, effectivement, en fonction de l'avis qu'elle rendra. Mais si l'avis est rendu et dans le sens plutôt d'aller vers cette donner un droit d'accès, une légalisation de l'accès à l'usage cannabis, on a toujours preneur effectivement de le donner pour les travaux qui vont suivre. Bien sûr, je pense qu'il faut pas. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord, on est preneur. Après, n'hésitez pas à revenir dès que vous avez fait des travaux, à revenir vers nous, ou même à venir nous les présenter, bien sûr, si c'est nécessaire, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et d'avoir présenté ces données. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.